Peut-on ne pas filmer la parole? C'est évidemment une vidéo qui s'articule en diptyque avec la précédente, où je vais explorer au contraire l'absence de parole au cinéma. Donc, à ses débuts, le cinéma limite ses dialogues et en quelque sorte s'empêche de filmer la parole, ce à cause de contraintes avant tout techniques. Comme dit dans ma vidéo précédente, alors même qu'il existe cet appareil de captation-restitution de l'image, il existe aussi des appareils d'enregistrement et diffusion sonore. Il était donc théoriquement possible d'intégrer la parole au cinéma, mais il y avait une limitation à cette utopie de restitution visuelle et auditive, quasi-impossibilité d'enregistrer le son en même temps, pour cause de caméras bruyantes par exemple, et difficulté à synchroniser les deux. Et pour des questions de confort de production, donc aussi de rentabilité économique, il faisait beaucoup plus de sens de se focaliser juste sur l'image et de réellement développer cet art dans ce sens-là. Et si besoin de texte ou de dialogue, on se permettait un intertitre, tout en considérant tout de même qu'il est mieux de faire passer l'information par l'image si possible. Cadrage, montage, superposition et j'en passe, en bref, plein d'outils visuels. Mais une fois la limitation technique dépassée, une fois la technologie satisfaisante atteinte de synchronisation sonore, les films ont en effet pour la grande majorité intégré la présence de dialogue. Il faut croire alors que l'utopie cinématographique était celle de s'approcher d'une documentation du réel, en restituant la vue et l'ouïe, soit deux sens très utilisés et stimulés dans notre perception de l'environnement. Alors, que faire de tout le travail entrepris par un Dziga Vertov justement? Que faire de ceux qui voyaient dans le cinéma un art pur de l'image en mouvement? Car il est vrai qu'un bon dialogue, même s'il peut être augmenté en étant bien filmé, peut aussi être un bon dialogue au théâtre ou dans une fiction radiophonique. C'est peut-être là quelque chose d'étonnant. Assez peu de cinéastes ont poursuivi cette idée de développer cette utopie de cinéma pur, hors de toute littérature, dramaturgie, art de l'acteur, musique, etc. Comme si, en un sens, la popularité du cinéma parlant avait donné tort à cette branche d'expérimentation. Il y a tout de même évidemment des cinéastes, souvent associés à la branche dite expérimentale, qui ont continué ce travail de radicalité esthétique. Je pense par exemple à Artavast Pelechian, dont je vous recommande de regarder la filmographie entière car celle-ci est assez courte à voir intégralement. Le réalisateur arménien a justement cherché à ramener le cinéma à une forme de pureté où ses œuvres peuvent être comprises et appréciées internationalement, hors de tout carcan linguistique ou culturel. L'important est de pouvoir parler sa propre langue, la langue du cinéma. On dit souvent que le cinéma est une synthèse des autres arts. Je pense que c'est faux. Pour moi, il date de la tour de Babel, d'avant la division en différents langages. J'essaye de faire du cinéma pur, qui ne doive rien aux autres arts. Ces œuvres n'ont justement aucun dialogue, aucune dramaturgie, aucun acteur. Ils cherchent à faire éprouver une sensation par la construction de cet espace-temps que permet le cinéma. Ils cherchent à faire des œuvres que l'on pourrait presque qualifier de primitives, dans le sens où elles ne s'adressent pas à l'intellect, ni ne nécessitent de base culturelle pour être comprises. Idéalement, elles s'adressent à nos tripes. Elles se ressentent. Le cinéma, s'il est pur, peut être une langue commune et internationale. Je pense aussi à Koyanis Katsi de Godfrey Reggio, plus connu sans doute internationalement. Je ne sais pas s'il a connu le travail de Pelechian, mais il s'en rapproche grandement. Pas de narration ou de dialogue, simplement faire éprouver par la construction de l'espace-temps un propos. Ici, celui d'une vie moderne déréglée par cette technologie tantôt enthousiasmante, tantôt cauchemardesque. Un propos qui n'est pas sans rappeler le Notre siècle de Pelechian qui sort aussi en 1982 après plusieurs années de travail. Le film, ou plutôt les films car il en a fait une trilogie de Reggio, sont plus longs que ceux de Pelechian et semblent bénéficier de meilleurs moyens techniques. Là explique peut-être pourquoi il a été plus diffusé et est aujourd'hui plus connu que son compère arménien. Mais un point commun semble évident. Celui d'un cinéma vu comme une langue universelle. Inévitablement, ça m'amène à me questionner, pourquoi cette pureté cinématographique recherchée n'est-elle pas plus développée? Si là est la force principale du cinéma, pourquoi n'y a-t-il pas plus d'œuvres justement qui se passent de toute parole? Car
À voir tous les films de Vertov, Péléchian ou Reggio, je trouve que cela fonctionne bien. Peut-être est-ce moins simple à diffuser, peut-être le public a de la réticence, peut-être ce cinéma est moins produit car peu rassurant pour les producteurs, je ne peux que émettre des théories. L'une qui me vient à l'esprit, c'est peut-être son côté paradoxal. Ce cinéma est à la fois accessible par sa velléité d'universalité, mais pourtant, en tant que produit d'expérience et de recherche entre guillemets, semble surtout trouver son public dans une niche très précise de gens qui aiment réfléchir sur l'art. Un autre problème qui en découle est peut-être celui de l'impasse. Une fois la pureté artistique atteinte, quel intérêt y aurait-il à continuer? Peut-être même inconsciemment, la majorité des cinéastes savent que pour la survie du cinéma, il ne faut jamais atteindre cette utopie de la pureté. D'autant plus qu'à s'inscrire là-dedans, on risque l'accusation de faire du réchauffé. Après tout, les œuvres que j'ai citées auraient pu exister indépendamment. C'est le principe d'un cinéma qui serait pur et hors culture. Pour autant, comme je le fais dans cette vidéo, tout nouveau cinéaste potentiel sera indéniablement associé à ses prédécesseurs. Il fait comme Vertov, il fait comme Péléchian ou il fait comme Reggio. Et être dans l'ombre de ses réalisateurs, ce doit être intimidant. Hey, aren't you up next? Oh no, I'm not playing tonight. Why not? I can't follow Ross. Une autre possibilité pour ne pas filmer la parole, c'est de faire comme Michel Hazanavicius en 2011, avec le film The Artist. Un film muet, avec intertitres, une économie de dialogue, beaucoup d'informations qui passent par l'image et l'action, en bref, le réalisateur français a filmé comme dans les années 20, avant l'avènement du cinéma au son synchronisé. Le problème, c'est que le film est à la fois un hommage, mais aussi un pastiche, au rendu un peu kitsch, car on ne peut pas faire comme si rien n'a changé techniquement en presque un siècle. Je peux comprendre l'idée que, oui, il y a eu de très bons films muets à l'époque, que l'on peut encore trouver très bons à voir aujourd'hui, mais indéniablement, on les juge aussi en sachant qu'ils ont été faits il y a un siècle. Or, si les intertitres ont presque complètement disparu depuis, c'est bien qu'ils constituaient une sorte de boulet cinématographique, que les cinéastes ont évacué et mis de côté sitôt les limitations techniques surpassées. Donc, revoir des intertitres de nos jours avec une approche extra-esthétique de l'œuvre, nous, spectateurs, voyons le réalisateur qui copie, singe, simule le passé. En fait, en sachant que ce film a été réalisé en 2011, on s'aperçoit tout de suite qu'il s'agit d'un film référencé, qui veut faire comme avant, une œuvre trop tournée vers l'arrière qui ne propose pas une approche nouvelle du médium. Can you give me just one more? With pleasure. Back to one. En un sens, un film comme Mad Max Fury Road est un meilleur hommage à un film muet que ne l'est The Artist. Le film de Zanavicius prend appui sur des films de Chaplin par exemple, mais comme dit juste avant, les copie trop, limite trop. Là où Mad Max ressemble à bien des égards au Mécano de la Générale de Keaton. Un aller-retour, des cascades, récupérer une femme enlevée, beaucoup d'action et peu de dialogue. Pour autant, le film de George Miller ne copie pas le style de l'époque. Il y a une inspiration, mais il s'accapare les moyens techniques d'aujourd'hui pour proposer quelque chose de neuf. Ici, l'œuvre n'est pas que tournée vers le passé, elle s'inspire certes de ce qui a été fait avant, mais reste ancrée dans son présent. On s'aperçoit d'autant plus alors que les cinéastes d'avant comme Keaton n'ont pas falsifié le peu de paroles, ils ont plutôt placé un contexte dramatique où il y avait peu de raisons de parler, idem dans Mad Max Fury Road. My name is Max. That's my name. Voilà peut-être la leçon à en tirer. Si on veut éviter de filmer la parole, le mieux est peut-être de créer un environnement, un contexte où, de façon réaliste, les protagonistes n'auront pas de raison de dialoguer en long en large. C'est ce qu'ont très bien compris des réalisateurs asiatiques comme Tsai Ming-liang ou Kim Ki-duk. Dans Vive l'amour, le réalisateur taïwanais Tsai Ming-liang s'intéresse à la solitude en milieu urbain, à la difficulté d'aimer et de nouer des relations dans ce monde moderne en constant mouvement, où les humains sont paradoxalement proches physiquement mais ne connectent pas émotionnellement. Dans Goodbye Dragon Inn, il s'intéresse à la dernière projection d'un cinéma, l'occasion pour lui de filmer de l'errance, de la déambulation et de la passivité ou de la nostalgie pour un temps révolu. Et Kim Ki-duk s'intéresse aussi souvent à des marginaux, des gens à l'écart de la société coréenne traditionnelle, que ce soit un maître zen et son disciple dans printemps, été, automne, hiver et printemps, ou un sans-domicile qui s'introduit dans des maisons où l'occupant est absent d'un locataire. Dans un cas comme dans l'autre, il y a peu de raisons de parler dans ces environnements, mais l'absence de parole n'est pas fallacieuse ou feinte, elle paraît normale, évidente, car le cadre où l'action prend place justifie cette économie de mots. When you have to shoot, shoot, don't talk.